Yes! C'est fabuleux! Thomas Levet. Les Grecs. Journal du golf, le podcast sur l'équipe.fr. Salut à tous, bienvenue dans le podcast du Journal du Golf. Cette semaine, émission spéciale Phil Mickelson. À 47 ans, Lefty est de retour sur le devant de la scène. Quasiment 5 ans après sa victoire au British Open, il s'est imposé au WGC de Mexico et se rapproche un peu plus d'une participation en Ryder Cup. Nous y reviendrons, sans oublier toutes les nouvelles de la planète golf et la fantaisie de Rémi Rivière. Et pour animer avec moi cette émission, Arnaud Thious, le retour de rédacteur en chef du Journal du Golf. Salut Arnaud. Salut JP. Et Arnaud et Martin et Benjamin de la rédaction du JDG. Salut messieurs. Salutations distinguées. Salut tout le monde. Alors on le sentait venir depuis quelques semaines en le voyant à plusieurs reprises. C'est ça, on le sentait venir. En haut du leaderboard, Phil Mickelson est donc de retour. Il a gagné une nouvelle fois sa première victoire depuis 5 ans. Une victoire en playoff face à Justin Thomas. L'homme en forme du moment, c'est fort ce qu'a fait c'est un Phil truc de Mickelson. dingue. C'est un truc de dingue. C'est l'événement le plus marquant du PGA Tour cette année, tout simplement. Alors, jusque là, quoi. Benjamin, vous l'avez suivi tout le week-end. Pour nous, racontez-nous un peu cette victoire de Phil Mickelson en play-off face à Justin Thomas, qui, on le rappelle, avait rentré un super beagle au trou numéro 18. Ouais, un coup d'eagle pour pointer en moins 16 et se retrouver leader au clubhouse et attendre presque une heure que le jeu se termine. C'était un super dimanche après-midi. Je pense qu'il y avait pas mal de monde. En soirée en France. Oui, au Mexique. Mais bon, on n'y était pas. Mais c'était un super après-midi à suivre. Et donc le pauvre Justin Thomas qui s'est retrouvé, il s'est retrouvé une heure à attendre au clubhouse, à attendre que les joueurs en finissent, notamment le groupe de tête Hatton, Mickelson et le pauvre indien Sharma, qui a malheureusement un petit peu implosé le dernier jour, mais c'était vraiment super sympa à suivre et c'était sympa grâce à Phil et grâce à son côté lefty qui nous a ressorti des superbes coups de wedge et surtout un putting retrouvé, ces petits fist pump qu'on aime de Phil, collé à ses poignées d'amour. Alors justement, Benjamin, est-ce que justement ce retour de Phil Mickelson sur le devant de la scène, ça a autant de saveur qu'un Tiger Woods en dernière partie? C'est la même chose, c'est le même acabit? Martin, peut-être une réaction à... Oui et non, parce que c'est un peu le débat qu'on a depuis ce matin avec tous les gens de la rédac, dont tu fais partie aussi, JP, évidemment, et tu faisais partie de ce débat-là, et de se dire, voilà, est-ce que Woods, Mickelson, voilà, de voir ces deux gars-là, c'est un peu retour à le futur, de revoir ces deux immenses champions sur le devant de la scène, parce qu'on va le rappeler quand même, Phil, c'est 47 ans, hein, on va pas se cacher que le gars, on le pensait plutôt sur la fin de sa carrière que sur le début, et de le voir performer comme il l'a fait depuis le début de la saison, parce que tu le disais en début d'émission. 5e au Phoenix Open, 2e à Pebble Beach, on le sentait venir. Au Genesis, on le sentait venir, clairement. Vous l'aviez annoncé la semaine dernière, victoire de Phil Mickelson cette semaine. On l'avait pas annoncé, mais c'est pas étonnant c'est pas étonnant de le voir tout là-haut. Non, c'est pas étonnant, mais en tout cas ça fait très plaisir et c'est sûr que par rapport à Woods, le palmarès évidemment c'est pas Woods Mickelson, mais la différence c'est que lui il gagne et il gagne un WGC, donc forcément c'est incroyable et ça nous met dans un état proche de celui de Tiger. Parce qu'il y a un petit côté, c'est le clan Woods ou le clan Mickelson quand tu regardes un petit peu de loin. Et là, tu as vraiment les mecs du clan Mickelson qui... Donc quelque part, je crois que je fais un peu partie. Parce que je sais pas pourquoi j'aime bien ce mec-là aussi. Ce qui est marrant, c'est qu'on avait fait un reportage en 2013 à l'US Open. Et on avait posé la question aux Américains qui, eux, nous avaient dit, voilà, nous, on préfère Tiger Woods parce qu'il gagne. Mais on aime Tiger Woods parce qu'il gagne, mais on préfère Mickelson parce qu'il est sympa, parce qu'il est plus proche du public. Parce que c'est un gars qui est capable de signer des autographes, mais pendant des heures entières après. C'est parti, toujours. Jamais avant. Mais pendant des heures, on l'a vu plusieurs fois. Je me souviens avec Ben, je sais plus à quel tournoi. Il part pas tant que tout le monde n'a pas sa signature. C'est délire, quoi. Mais alors ça, c'est pas un peu fake, justement, ce non, côté... fake, il le fait, il fait le job. Il le fait, mais c'est pas justement pour se donner une bonne image. Même s'il le fait pas pour des bonnes raisons, en tout cas, il le fait. C'est fabuleux. Non, mais tu sens vraiment... Non, c'est pas... Tu sens pas que c'est forcé. Tu sens que vraiment, le gars, il aime l'empathie. Il a une espèce d'empathie avec les gens. Il adore parler, il adore étaler. Il a un avis sur tout. Il a une vraie connaissance, une espèce de culture G un peu globale sur un peu tous les sujets. C'est en tout cas ce qui ressort de la part des autres joueurs du tour qui voilà, quand on parle de Mickelson, c'est souvent voilà, il parle beaucoup, c'est un peu le Sébastien Gros. Et il interagit beaucoup avec le public aussi. Il est capable de parler avec les fans pendant la partie. On se souvient aussi cette scène avec le petit garçon qui lui dit voilà, qu'est-ce que tu me conseilles là? Il lui dit prends le bras toi. Moi je serais content de. C'était l'an dernier pendant les playoffs de la FedEx Cup, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'était.
Alors justement, Phil Mickelson, c'est 25 ans dans le top 50 mondial, c'est quand même aussi assez délirant, série en cours d'ailleurs pour Phil. Et il y a un joueur français qui s'est déjà frotté à l'ancien numéro 2 mondial, et l'a même battu en play-off, c'était en 2007 à Loch Lomond. Je vais bien sûr parler de Grégory Avray. Benjamin, vous l'aviez rencontré le français l'an passé pour les 10 ans de sa victoire au Scottish, et justement il se souvient pour nous de ce matin du 4e tour avant de jouer avec Phil Mickelson. Je suis en train de faire mes potes, tout à coup je me relève parce qu'il y a un mec qui veut me serrer la main, c'est Phil Mickelson, un quart d'heure ou 20 minutes avant d'aller jouer. Il enlève sa casquette, grosse classe. Salut, on va jouer ensemble aujourd'hui, je m'appelle Phil. C'est gentil de me prévenir. C'est vraiment ce qu'il a dit. Son cadet, ouais, mais hyper courtois, on lui reproche ça d'ailleurs souvent, c'est presque fake. Parce qu'il est tout le temps en train de dire que c'est bien, que les gens sont super, que le parcours est parfait, semaine après semaine, et il y a des gens que ça excite un peu apparemment. Moi j'ai passé un très très bon moment avec lui dès le début, il a posé les bases de notre partie dès le putting green, c'était la classe. Je pense que Phil Mickelson est un mec qui a la classe. Alors un mec qui a la classe, c'est ce que dit Grégory Avray. Benjamin, une petite anecdote là-dessus, vous voulez rajouter quelque chose? L'anecdote qui s'est produite samedi quand le Shubhankar Sharma, le jeune indien de 21 ans complètement inconnu il y a encore quelques semaines, se pointe sur le putting green et vient se présenter à Phil Mickelson. Phil Mickelson, il a juste levé les yeux, a dit non mais pour les médias, les journalistes, ça sera après ma partie. Il n'avait pas reconnu. Bon, en même temps, c'est vrai que Shubhankar n'était pas très connu avant ce tournoi, en tout cas du grand public, mais Phil peut aussi se tromper. Il a aussi mis un petit coup de pression un petit peu mignon à Tyrrell Hatton dimanche matin au départ du dernier tour. Ils ont joué le dernier pairing ensemble. Le jeune anglais aussi qui a 25 ans, il lui a dit attends mais Tyrrell, ça se prononce comment ton prénom en fait? Façon de remettre un peu les choses, de remettre le jeune anglais à sa place et de mettre un petit coup de pression. Ce côté justement d'aller voir ses concurrents avant, évidemment, et tout le monde connaît Phil Mickelson, c'est aussi une petite stratégie pour mettre un peu de la pression, ou alors c'est un côté un peu toujours aussi, voilà, comme le dit Grégory Avray, classe, gendre idéal. Non, c'est pas le gendre idéal. Alors c'est pas le gendre idéal parce que c'est quand même le champion du trash talk absolu sur le PGA Tour. Tous les mecs qui parlent de Phil Mickelson, tous les gens qui s'entraînent avec lui, voilà, ils disent, même ses compatriotes, ses coéquipiers de Ryder Cup sont là à dire que lui c'est le premier et c'est le champion du chambrage absolu. Donc c'est quelqu'un qui a pas peur en fait. Voilà, il est un peu nature, il est un peu comme ça, il est un peu voilà, si j'ai envie de dire une bêtise, j'y vais. Si j'ai envie d'aller te le mettre ça un va petit avec peu, son jeu. C'est lui quoi. Il est agressif un peu, mais agressif classe. Ça reste un bonhomme qui dit jamais, enfin rarement un mot au-dessus de l'autre, sauf en Ryder Cup sur certaines conférences de presse d'après vous pensez à celle de 2004 où il a écorché Tom Watson. 2014, il a étrillé Tom Watson et toute la PGA devant tout le monde, alors que bon, il s'était mis exprès. Mais il l'avait dans déjà un coin, dit lors de la nomination. Ouais, il était déjà pas content. Mais il avait beaucoup de réserves. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais là il avait traché tout le monde, en particulier, enfin surtout Tom Watson à l'époque. Ça c'était un peu moins classe. C'était très vrai, mais c'était beaucoup moins classe. Alors justement, on parle de Phil Mickelson qui est de retour en forme. Un retour en forme, il a changé de coach. Phil Mickelson, il a passé 8 ans avec Butch. Ça s'est terminé à Butch Harmon. Ouais. Ça s'est terminé en 2015 et là, il a un nouveau coach. Après 8 ans passés avec Butch Harmon, l'ancien coach de Tiger Woods, il voulait, comme il dit, il voulait des nouvelles idées. Il voulait quelque chose de nouveau pour relancer sa carrière à 45 ans. C'était en 2015. Et donc, il s'est lancé avec Andrew Jetson. Alors, Andrew Jetson, pas très connu. Ouais, c'est le moniteur, c'est le prof qui bosse au Greyhawk Country Club dans l'Arizona, le club détenu par Phil Mickelson. Donc ils ont eu le temps d'échanger un paquet de fois sur la façon dont on abordait le coaching. Ça a plu à Phil Mickelson. Il est revenu avec quelques nouvelles idées. Il les a bossées pendant 3 ans en 3 phrases, Jean-Philippe. Allez-y Benjamin, on vous écoute. Voilà. On est tout travail sur le plan de swing, un plan de swing un peu plus simple, moins intérieur, une montée de club plus courte et se servir un petit peu mieux des jambes pour être plus stable. Et voilà, moins de sway, on se promène moins, un swing un peu plus solide qui permet actuellement, en tout cas depuis octobre, à Phil Mickelson d'être plus constant. Mais à 45 ans, c'est pas plus pour se rassurer justement d'avoir un nouveau coach comme ça, c'est pour retrouver confiance en tout cas, parce que Phil l'a dit en conférence de presse hier, il avait perdu confiance et ça le rendait triste de ne plus être capable de réaliser des coups qu'il réalisait il y a encore quelques années, des coups comme il disait lui-même, des coups de folie. Il était triste et là il a retrouvé confiance et la confiance même avec plusieurs majeurs en poche. Ça se construit, une fois qu'on l'a perdu, ça se reconstruit petit à petit. Là, il y a eu des top 6. Maintenant, la victoire est revenue en WGC. Donc maintenant, on peut espérer de grandes choses. Justement, à 47 ans, regagner à nouveau sur le PGA Tour avec tout le champ de joueurs qu'on connaît, c'est
c'est exceptionnel. Il n'y a que Phil Mickelson qui peut faire ça. Je ne sais pas s'il y a que lui, mais on se rend pas compte à quel point c'est quand même assez exceptionnel, parce que mettre à l'amende un gars comme Justin Thomas qui est ultra en forme depuis le début de l'année, et puis mettre à l'amende nouveau numéro 2 mondial. Exactement. C'est un WGC qui gagne. C'est pas un simple tournoi du PGA Tour. 64 meilleurs joueurs de la planète qui sont là, et le type a 47 balais. Eh ben il vient faire la nique à tout le monde et défoncer. Le numéro 2 mondial en devenir, c'est ultra parlant. Sur les stats, il est encore très, très puissant. Il est au-delà de 300 yards. Ouais. C'est entre guillemets que 63e en distance sur le PGA Tour, mais il fait partie de la caste des plus de 300 yards. Donc en vitesse de balle, il n'y a aucun souci. C'est juste au niveau du putting. Il est passé 2e cette saison sur le stroke gain putting et voilà, c'est vraiment sur les greens. Il défonce tout le monde. Voilà. Pour compléter un peu les stats, parce que je crois qu'on a regardé à peu près les mêmes, en termes de putts par tour, il est premier avec 27 depuis le début de la saison, et il prend moins de green, ça c'est normal. Il prend un poil moins de green, certes, mais et en fait, ce que j'ai trouvé vachement intéressant, ultra intéressant même plutôt, parce que vachement c'est pas joli, dans sa conférence de presse sur l'attitude et la stratégie maintenant qu'il adopte, parce que Phil, on l'a dit avec Franck tout à l'heure, qui nous parlait de son côté un peu très agressif, un peu même ultra trop agressif, et qu'il avait quelque part parfois souvent vendangé des grandes épreuves comme ça. Et maintenant, il a un jeu on va dire un agressif au bon moment. Et même lui, il le disait, il disait ouais, sur certains trous, ça s'est peut-être pas bien vu, mais j'ai pris un petit rescue là alors que j'aurais pu mettre driver dans tous les sens. Il a appris à se gérer, en gros. C'est le début de la maturité à 47 ans. C'est ça, nouvelle jeunesse. Même sur le 17, le trou du playoff, donc qu'il a joué 2 fois en l'espace de 30 minutes. C'était un petit par 3 qui se jouait avec un gap wedge, un coup de 52 degrés, très court, mais avec l'eau à gauche et cerclé de rough, et à chaque fois il a joué à droite du drapeau. Je pensais vraiment que pendant le playoff il nous a joué kamikaze direct sur le drapeau, mais non, il s'est mis 6 mètres à droite, 6-7 mètres à droite, et c'est une belle balle de match. Donc c'était pas le fil kamikaze de ces dernières années. Stratégiquement, c'était très bien joué. Alors justement, le Masters arrive à grands pas. Mickelson est en forme. Est-ce qu'on peut rêver une victoire de Phil 8 ans après sa 3e évidemment. Alors là, autant sur Woods, il va y avoir débat encore jusqu'au Masters. On en reparlera après les tournois de cette semaine, la semaine prochaine. Pour Mickelson, il n'y a plus débat. Alors, il a fini 22e l'an passé. Il va finir. Non, mais il va être dans les favoris. Il gagne un WGC. Et il est gaucher. Il a gagné 3 fois là-bas. Et il est gaucher, Benjamin. Évidemment qu'il va être parmi les 2-3 grands favoris du Masters. Alors, on le rappelle, le plus vieux vainqueur du Masters, c'est Nicklaus en 86. Il avait 46 ans. Phil donc peut battre Nicklaus cette année en gagnant le Masters. Il peut écrire l'histoire, ça c'est encore plus génial, mais ce qui est d'autant plus intéressant et ce qui est totalement différent par rapport à Woods, c'est que il y a une montée en puissance de dingue. Enfin, je veux dire, il y a des vraies validations de résultats et il y a surtout enfin une victoire, quoi. Et pour un bonhomme, je vous arrête, Martin, c'est quand même un peu différent de Woods, qui lui était vraiment de retour, chirurgie, tout ça. Mickelson, il a jamais vraiment disparu. En termes de, quand on met tout de suite Woods en termes dans la peau d'un favori, alors que le gars, il reprend doucement, il fait ce qu'il peut et il le fait très bien avec une 12e place qui a un bon résultat. Là, on a quelqu'un qui valide et qui se dit maintenant que, ok, ça faisait peut-être 4 ans que j'avais pas gagné, maintenant j'ai gagné, je l'ai dans la poche la victoire, et je sais, il y a une espèce de confiance, et le fait de voir des putts qui retombent, le fait d'être capable de, comme ils disent les Américains, de deliver au bon moment, dans les moments clutch, dans les moments clés. C'est ultra important pour la confiance de ce genre de joueur-là, quoi, parce que c'est pas n'importe qui, Phil Mickelson, une fois de plus. Benjamin. Nouveau cap pour Phil, il l'a dit tout de suite à la presse, avec beaucoup de confiance dans le regard. Bon, c'est sûr qu'on est confiant après avoir planté un tournoi comme ça, mais c'est le cap des 50 victoires. Là, il est à 43, il lui en manque, comme il dit, il manque plus que 7. Alors, je vous dis pas quel mois ça sera, même quelle année ça sera, mais une chose est sûre, j'y arriverai. Et il y a vraiment, on sent vraiment une confiance et une envie de conquérir le monde. Après, sa confiance, voilà. La confiance montait depuis quelques temps, on voyait ses résultats depuis 6 mois, il jouait mieux. Là, il y a quelques semaines, il avait déjà dit qu'il se voyait gagner plusieurs fois cette saison. Après, il fallait une première pour tout déclencher. Là, ça y est, il est reparti pour quelques années. Il glissait inexorablement au-delà de la 50e place mondiale. En fin d'année dernière, on commençait à se dire qu'il allait disparaître. Là, il commençait à revenir. Et là, maintenant, c'est sûr, il est là. Il fait de nouveau partie des meilleurs joueurs du monde. Et il sera probablement en Ryder Cup à Paris. C'est l'occasion d'en reparler. C'est la question suivante. Il est bien parti pour faire le voyage à Paris. Tous les jours, il y est. C'est à moi qui se casse une jambe. Ça sera sa 12e Ryder. 12e Ryder de suite. Depuis 1994, il a joué pas loupé une édition. Toutes les compétitions Ryder Cup et President's Cup. Et il a jamais gagné en Europe, le mec. On ne peut pas se passer de lui. Il a le pire palmarès. Que 3 Ryder. Il a tout joué au moment où les leaders, c'est l'aîné. On ne peut pas se passer d'un joueur comme ça. Rien que sa présence, elle éclaire un petit peu tout le monde. C'est quand même un mec très bavard qui adore partager avec des jeunes joueurs qui n'ont jamais joué de Ryder Cup. Il joue pas trop mal. On se souvient de son duel avec Garcia l'année dernière. Et c'est lui, et mine de rien, c'est lui qui a remis les États-Unis et l'équipe américaine, et en particulier cette fameuse
Task Force, cette façon d'envisager la compétition, comment les équipiers doivent fonctionner entre eux. C'est lui qui a été un des instigateurs principaux, si ce n'est l'instigateur principal déjà avec de ce renouveau-là. Donc il est essentiel. Il l'appelle, je sais plus comment il l'appelle dans l'équipe, mais c'est Big Baba ou Big Papa. Enfin, il y a un côté un peu, voilà, c'est le papa, c'est le parrain de l'esprit américain, de l'esprit de la rider américain. Donc de toute façon, il faut qu'il soit là. Il a balancé sur Tom Watson. C'est là que c'est parti. Hein. Ouais. Là, d'habitude tout le monde s'était policé. Là au moins il a dit non, c'est fini. Moi j'en ai ras le bol de perdre. En même temps, encore une fois, il a un palmarès mais affreux en Ryder Cup. Hein. Donc, c'est que 3 victoires là pour l'instant, 11 éditions, quelque chose comme ça. Benjamin, vous confirmez? Ouais, mais ça c'est pas de la faute de Phil. Non, mais il en avait ras le bol de perdre. Voilà. Mais ce qu'il faut souligner aussi, et Phil Mickelson adore le préciser, c'est qu'il n'a jamais eu besoin de Captain Pick pour jouer la Ryder. Il le précise quasiment à chaque conf de presse d'avant Ryder. Et là, même s'il en a besoin, même s'il ne sera pas forcément dans les 8 qualifiés automatiques américains, je vois pas comment on ne peut ne pas sélectionner Phil Mickelson. Il est performant sportivement et qu'à un niveau charisme et leadership, il est inattaquable. De toute façon, s'il continue à jouer comme ça, il sera dedans. Ça serait sa 12e Ryder, un record côté américain. C'est fou. C'est fou. Alors, messieurs, je vous propose de joindre tout de suite un fan absolu de Phil Mickelson, ancien confrère qui est maintenant joueur de poker professionnel. Franck Crudo, alors je suppose que vous avez vibré hier. Racontez-nous un peu votre soirée devant l'exploit de Phil Mickelson. Bah, écoutez, il m'est arrivé un truc incroyable hier, c'est que j'ai poussé 2 hurlements primaires, il devait être minuit et demi à peu près, avec le décalage horaire. Et du coup, j'ai réveillé tout le monde dans la maison, j'ai pas fait exprès. Et je me suis fait donc engueuler assez sévèrement par ma femme, mais j'étais heureux. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous faire engueuler par votre femme et d'être malgré tout heureux. En fait, voilà, c'était un sentiment assez étrange. Non, j'ai vibré de manière incroyable parce que en plus quand Justin Thomas rentre ce coup improbable sur le 18. Fait eagle, un coup de 100 mètres, je me suis dit bah c'est cuit. Là pour vous c'était foutu, Phil Mickelson pouvait plus. En tout cas d'un seul coup sa cote avait baissé d'un coup quoi, et ça allait être dur. Surtout qu'il n'était pas tout seul en haut du leaderboard. Et puis je connais Mickelson, ça fait 15 ans que je le suis et je sais qu'il abandonne jamais quoi, c'est sa grande force. Ouais, et là il a fait la magie Phil, c'est ça? Exactement. Ouais. Il a un mental exceptionnel, hein, on en parle rarement, il a un mental exceptionnel, il abandonne jamais. Enfin, il en a poissonné quelques-unes quand même des victoires. Donc, on sait jamais avec lui quand même. Il est capable du meilleur comme du pire. Ouais, notamment à l'US Open. Hein. Ouais, c'est vrai, mais oui, l'US Open c'est parfois de sa faute, mais en général c'est pas parce qu'il flanche mentalement, c'est parce qu'il prend trop de risques. C'est rarement, si vous voulez, c'est pas quelqu'un qui mouille, comme on dit trivialement, Phil Mickelson. Alors, Franck, il paraît que vous avez pleuré 2 fois dans votre vie. À quelles occasions? Racontez-nous. Alors, pour être honnête, j'ai pleuré 3 fois dans ma vie. La première, c'était lors de la victoire d'Henri Lecomte contre Sampras en 91, pour la finale de la Coupe Davis. La deuxième fois, c'était pour la victoire de Mickelson en 2004 au Masters, sa première victoire en Grand Chelem. Et la dernière fois, en 2013, pour sa victoire au British. Et puis là aussi, alors je ne vais pas vous parler de ma femme à chaque fois, on n'est pas dans Colombo, mais là aussi, je me souviens m'être fait engueuler par ma femme, parce qu'elle est venue me voir, elle m'a dit, mais je comprends pas, t'as la larme à l'œil pour un golfeur, alors que il s'est rien passé pour la naissance de notre fille. Elles peuvent pas comprendre. Alors, c'est marrant, pourquoi avoir choisi Phil Mickelson? Pourquoi vous voyez un culte aussi intense pour le gaucher américain? Ouais, c'est une bonne question. Je me pose la question parfois. En fait, moi, je suis un fondu de sport à la base. Quand j'étais gamin, je voulais être champion de tennis. Et le golf est devenu mon sport favori au tout début des années 2000. Une drogue? Ouais, exactement. Ouais. Et en regardant jouer Phil Mickelson, en fait, je suis tombé sur un gars qui était gaucher comme moi, enfin qui joue en gaucher, qui fait des coups incroyables. Alors là, pour le coup, pas comme moi, des lob shots, des recoveries, etc. Qui procure des émotions aussi incroyables. Mickelson, avec lui, on s'ennuie jamais, quoi. Est capable du meilleur comme du pire, mais vous vous ennuyez jamais. Puis je pense que ce qui a joué aussi, c'était, comme je vous dis, c'était le début des années 2000, et c'est à un moment où il avait beaucoup de mal à gagner son premier Grand Chelem, alors qu'il le méritait. Je pense qu'il y a une forme d'empathie qui s'est créée à son égard. Alors rapidement, vos meilleurs souvenirs avec Phil Mickelson, c'est quoi? C'est devant la télé? Est-ce que vous avez eu la chance de le suivre? Racontez-nous. Alors j'ai eu la chance de le suivre quelques British Open.
évidemment, c'est devant la télé parce qu'il se trouve aux États-Unis, donc j'espère qu'on aura la chance de le voir. Il y a bonne chance quand même. Et au British Open, Voilà, vous étiez comme un gamin. C'était quoi quand vous l'avez vu pour la première fois? Ah ouais, la première fois, ouais. C'est vrai que c'est accélération du rythme cardiaque, enfin comme une jeune adolescente devant Anne Pokora, quoi. C'est assez pathétique parce que j'avais déjà 35 balais, mais c'est exactement ça, quoi. Grosse émotion et puis C'est mieux ouais, que toucher un full sur la dernière carte. bah plus que ça encore. Alors, C'est- et il paraît que vous avez même créé un fan club de Phil Mickelson. C'est vrai ça ou c'est Non, des non, rumeurs? ça c'est faux, mais je pense qu'il va falloir que je le fasse. Bon, alors je me sentirais peut-être un peu seul en France, quoique je sais qu'il a beaucoup de fans aussi en France. Hein. Alors, Mais, dernière question, le Masters arrive à grands pas, justement, est-ce que du coup, vous croyez à une victoire de Phil plus que jamais, là? Vous y croyez forcément? Oui, surtout que le Master, c'est le tournoi qui lui réussit mieux. Hein. Il a gagné 3 fois. Enfin, vous regardez ses stats, c'est assez monstrueux. Hein. Et Je les pense qu'il gauchers a à déjà, Augusta, ça marche plutôt bien. Ouais, et puis il a une dizaine de top 10, donc même quand il gagne pas, il est toujours tout près. Et puis là, vous regardez aussi ses statistiques en début de saison, c'est le meilleur putter du monde. Donc à Augusta, ça peut servir. Donc oui, j'y crois. Bon, après on verra bien, mais avec lui tout est possible de toute façon. Ok, merci beaucoup Franck pour ce petit témoignage. C'était très très sympa. À bientôt Franck. Allez, Phil Mickelson qui gagne à nouveau, Tiger Woods qui est de retour pour de bon. Ça sent bon un peu le retour en arrière, ça. Retour ça, vers messieurs. le futur, même, on peut le dire, ouais, carrément. Bah, t'as l'impression de te retrouver au milieu des années 2000 avec des fameux duels. Et de folie, quoi. du coup, ça éclipse presque les Justin Thomas, Ouais, Dustin Johnson. Pour C'est l'instant. au final maintenant la lumière est mise sur Phil Mickelson, Tiger Woods. Alors que la lumière est mise sur le Golf Pro là c'est juste qu'on a vraiment une ère qui s'annonce un peu excitante. Si Woods a encore un grand si, mais si Woods arrive à enchaîner les top 15 comme il vient de démarrer là la semaine dernière, ça peut être fantastique. Tous ces jeunes au top Ouais. de leur carrière et T'imagines des un peu anciens qui T'imagines un peu les dernières parties de folie que ça pourrait donner, je sais pas, des Justin Thomas, Tiger Woods, des John Ram, Phil Mickelson, enfin voilà, t'as deux générations qui sont en train, l'une on va dire de finir un peu le joli cycle et voilà, et une autre qui démarre. J'ai vu un truc marrant l'autre jour, enfin hier ou ce matin plutôt. les Simpsons. Ouais, ça c'est plutôt rigolo, mais le fait que pendant les 4 ans durant lesquels Phil a pas gagné, Justin Thomas et John Ram sont passés pro. Ça en dit long, quoi. Et t'imagines que ces gars-là peuvent se retrouver, peuvent se retrouver en dernière partie, pourquoi pas d'un majeur, d'un masters, ça pourrait être assez Mais alors rigolo, quoi. comment on peut expliquer le retour de ces deux légendes à ce moment-là? Est-ce que c'est l'effet Ryder? Est-ce que Non, mais encore est-ce une que fois, c'est quelque chose? faut séparer complètement les deux. Oui, faut évidemment, quand même séparer complètement les deux. On sépare complètement les deux, mais il y a quand même une corrélation. On voit que les deux arrivent. Il y a 6 mois, on avait des doutes sur la carrière des deux, quoi. Voilà, c'est tout. Mais pour l'instant, ils sont quand même pas du tout au même niveau au classement mondial et en termes de résultats. Mickelson est 18e. Enfin, en tout cas, il est beaucoup mieux classé qu'il ne l'était en fin d'année dernière. Est-ce que Ça, c'est est-ce sûr. que c'est l'effet Ryder qui peut Parce qu'ils n'ont pas besoin de ça. Mais... Est-ce que le fait que Mickelson revienne, c'est le fait est-ce que le retour de Tiger Woods a titillé un peu Mickelson? Ça Oula. peut-être. Est-ce que Ça sûrement, c'est sûr que ça devait l'énerver un peu de voir l'autre. Mais enfin, déjà, le premier truc, c'est qu'il joue super bien. Il progresse. On sait que le golf, c'est une question de confiance. Et ben, la confiance revenait petit à petit. Il avait de plus en plus confiance en tout son jeu. Et voilà, les résultats s'accumulent. Et maintenant, il gagne. Et là, il est boosté comme c'est pas possible. Le Wood, c'est un petit facteur en plus, mais c'est d'abord son jeu et c'est d'abord son swing et son putting. Hein, alors qui ont justement, changé. on parlait de la task force tout à l'heure. C'est un peu ce qui les a rapprochés, Tiger Woods et Mickelson, par rapport à la Ryder. Ils étaient assez rivaux à une époque. Ouais. Maintenant, ils sont un peu leur carrière est faite. Ça y est, les deux, ils s'entendent. Je sais pas si ça les a rapprochés. Alors je sais pas si bon, ils s'entendaient pas. En tout cas, les relations semblent apaisées entre Ouais, les deux. ouais, Ils complètement. s'appellent même le soir au téléphone. Quand même dingue. C'est dit. Alors qu'avant, ils pouvaient pas se blairer en pleine partie, voire en même rider quand ils jouaient ensemble en 2004. C'était quand même assez foufou. Bref, ça c'est un autre sujet. Mais ouais, c'est sûr que la rider, ce qui est étonnant, c'est que ça devient une espèce de point de convergence entre deux joueurs. Qui avait aucun moyen de converger, encore plus via cette compétition là, quoi. C'est rigolo, ouais, de les voir tous les deux
presque se remotiver pour l'un, sportivement parlant, quand il était un peu blessé, à savoir Tiger Woods, et pour l'autre, se dire voilà, je peux faire ma 12e Ryder de suite. Évidemment, je suis un taulier de cette équipe et je suis un mentor et je suis l'âme même de cette équipe-là et je l'ai reconstruite et j'ai aidé à la reconstruire, ou du moins à reconstruire une équipe qui gagne, on va dire. C'est vraiment rigolo, quoi. C'est vraiment étonnant, quoi. Arnaud. Ouais, non, mais faut voir aussi quand même que Mickelson, lui, il les a toutes jouées et il a toujours adoré la Ryder, alors que Woods, il détestait ça. Woods, il a toujours dit, moi, ce qui compte, c'est les majeurs de Nicklaus. On connaît pas le palmarès de Nicklaus en Ryder Cup, donc forcément, ça aussi, ça aidait pas. Bon, en plus du fait qu'il soit américain et que c'était tout pour l'argent et qu'en Ryder, il y en a pas, et donc voilà, ils avaient tout pour se détester. Mais c'était surtout aussi qu'en Ryder, il y en avait un qui adorait ça et l'autre qui en avait strictement rien à faire, quoi. Alors Tiger Woods et Mickelson en Ryder en tant que joueur, c'est au golf national, ça pourrait être excitant quand même. Non, à peine. Et rajouter Alexander Levy là, qui... Allez, feu. Vous imaginez l'ambiance dans les cordes là, c'est vrai que la Ryder c'est dans 7 mois et là ça commence à venir. Arnaud, d'habitude vous aimez bien me tailler sur le fait que je suis pessimiste, mais là j'avoue on commence un petit peu à rêver. Woods qui fait top 15, Mickelson qui gagne, Alex Levy qui enchaîne les top 5. Et pour vous dire d'ailleurs, je change complètement de sujet. Dis-nous et pointe-moi du doigt. Mais Alexander Levy, j'étais avec pas mal de membres de la presse britannique la semaine dernière pour autre chose et qui m'ont tous dit mais vous allez nous faire une confidence, Benjamin, là? Non, c'est pas une confidence, mais tous les journalistes anglais ont parlé des 4 picks, voient absolument Alexander Levy dans les 4 et ne m'ont pas parlé une seule seconde de Victor Dubuisson qui a toujours pas joué cette année. Il y a vraiment un petit changement qui s'amorce, mais désolé pour la parenthèse. Non, mais c'est très bien. Mais il y a un grand rêve qui est en train de se dessiner au national pour fin septembre. Ouais, calmons-nous encore une fois. Enfin là, c'est moi qui vais calmer. Non, mais elle est bonne, celle-là, elle est très bonne. Non, mais Tiger, on n'y est pas. Phil, on y est. Phil, on y est, ouais. Il y a une semaine, Phil, il n'y était pas. Là maintenant, on sait que Phil probablement il sera. Ouais, pour Tiger, on va encore attendre 1 ou 2 semaines. Il y sera comme vice-capitaine. Ah oui, ça c'est sûr, mais sur le terrain. Phil est 5e de la liste côté américaine, donc c'est pas rien. Enfin, je veux dire, il est bien dans le. Il est dedans et bien dedans. Il sera quoi qu'il arrive. Il aura un captain speak, à moins que sa crise de goutte d'il y a 2-3 ans lui reprenne. Mais sa crise de goutte. Oui, il avait des problèmes d'arthrose liés à sa nutrition. Il avait fait une pub télé ridicule où il jouait au foot, il faisait semblant de jouer au foot. Exact. C'était ridicule, mais c'était le fil d'il y a 3-4 ans. Il s'est remis sur pied depuis. Allez, pour Tiger Woods, c'est pas encore fait. Et justement, on va le suivre cette semaine. Tiger Woods qui joue le Valspar Championship en Floride. Ça sera une première pour Tiger Woods qui enchaînera ensuite avec l'Arnold Palmer Invitational à Bay Hill. On en saura un peu plus après ces 2 tournois, messieurs? Oui, c'est sûr. C'est sûr que là, maintenant, c'est les 2 tests. C'est les 2 derniers tests qui restent là pour voir. Il a fait 4 ratés, top 12e. Maintenant, là, 2 tournois de suite. Dont le Bay Hill qu'il a gagné 8 fois, qu'il connaît par cœur. Maintenant, il va plus se cacher, il va plus mentir. Si c'est Woods qui est de retour, il va faire 2 top 10 ou 2 top 15. Et si c'est un Woods un peu diminué, il va rater un cut et faire 20e. Martin? Ouais, moi je l'attends énormément cette semaine au Valspar parce que le tracé de ce parcours-là me fait vraiment penser à... Pas Augusta parce qu'on n'est vraiment pas dans la même configuration de pain ou quoi au caisse, mais il y a une exigence. Il y a des arbres déjà et il y a beaucoup de dénivelé. Mine de rien, et comme à Augusta, et bon évidemment comme à Augusta il y a des arbres, mais bon t'es pas obligé de driver comme un foufou. Là il y a une importance, une prépondérance une fois de plus du driving et c'est pas anodin de voir Woods se tester une fois de plus, à se dire allez. Il faut que je sois présent en avril, donc il faut que je mette mon driving sous test véritable. Et c'est ça qui est intéressant. C'est de le voir. Le Bay Hill, c'est pour la confiance aussi, le Bay Hill, jouer le Bay Hill, un parcours qu'il connaît par cœur. C'est l'un de ses jardins. C'est l'un de ses jardins. 8 victoires, non 8 victoires. C'est énorme. Non, et puis de toute façon, il faut qu'il joue, Tiger. Et puis d'ailleurs, c'est ça, encore une fois, la meilleure nouvelle. C'est que Tiger Woods qui joue 5 fois en 2 mois, 2 semaines de suite, 3 fois en 1 mois, ça fait autant que durant les 3 dernières années. Donc voilà, c'est fabuleux. Après, effectivement, il faut qu'il joue bien. S'il rate des cuts, ce sera beaucoup moins fabuleux. Allez, on accueille tout de suite Rémi Rivière pour l'instant soleil de cette émission. Avant de nous régaler avec votre fantaisie, Rémi, vous allez nous donner quelques news de la planète golf. On commence avec Sébastien Gros, auteur d'une belle perf cette semaine en Afrique du Sud. En effet, oui, belle 4e place de Sébastien Gros en Afrique du Sud, vous l'avez dit, Jean-Philippe, c'était ce week-end au Chouani Open. Sébastien a sorti un gros week-end, 66 le samedi et 65 le dimanche. Il signe son 3e top 10 en carrière sur le tour et égale sa meilleure perf qui était une 4e place au Dunhill 2016. On écoute un Sébastien Gros aux anges. Forcément content de pouvoir jouer en Inde la semaine prochaine avec ce top 5. J'avais déjà le visa, j'avais déjà prévu un peu le truc parce que je pensais que je rentrerais avec ma catégorie. Finalement c'est grâce à une performance, donc c'est
voilà, je me flatte moi-même, donc c'est plutôt bien. Ça récompense une très bonne semaine, ça récompense 4 semaines là où ça fait 4 semaines que je frappe très bien la balle, que j'ai du mal à scorer. Et là, clairement, avec pourtant 2 premiers jours pas difficiles, je peux pas me permettre de dire ça, mais juste des scores qui reflétaient pas forcément le niveau de jeu. Et voilà, ce week-end a été excellent, donc je vais surtout essayer de bien ressortir le positif de tout ça. Voilà donc Sébastien Gros qui se flatte lui-même. Alors c'est vrai qu'il a connu une année 2017 compliquée avec une 170e place à la race. Il a réussi à récupérer sa carte via la périlleuse épreuve des Q-School. Il a changé de coach aussi puisqu'il s'entraîne avec Frank Lorenzo Vera depuis cet automne. Et le voilà donc prêt pour l'Indian Open qui débute ce jeudi. Allez, on passe sur le circuit féminin avec Michelle Wie, nouveau titre pour l'américaine ce week-end. 1365 jours, Michelle Wie n'avait plus gagné sur le LPGA Tour depuis l'US Open 2014. Et ça y est, fin de la série pour Michelle qui s'impose à Singapour. L'américaine gagne en moins 17, un coup devant 4 joueuses dont la jeune Nelly Korda. 5e victoire sur le circuit américain donc pour Michelle Wie et 7 victoires à Singapour qui est un gros tournoi du LPGA Tour. Elle pourrait constituer un retour au premier plan pour celle qu'on surnomme Big Vizzy en référence à Ernie Els évidemment. Et enfin des nouvelles d'Alexander Levy et des bonnes nouvelles, Rémi. On reparle d'Alex Levy, oui, qui n'est pas sur les fairways cette semaine, car le Français est en break depuis sa 4e place à Oman, c'était mi-février, et qu'il ne jouera pas non plus en Inde ce week-end. Mais malgré tout, Alex pourrait disputer le WGC Match Play, qui se tiendra au Texas le 21 mars. Alors petit état des lieux, Levy est 61e au ranking mondial, donc dans les 64 qui joueront à Austin. Alors derrière, il y a 20 joueurs qui poussent et qui joueront soit le Valspar, soit l'Indian ce week-end. On pense notamment à la pépite Shubhankar Sharma, qui a besoin d'un top 20 en Inde pour entrer dans les 64. Pareil pour l'américain Keegan Bradley au Valspar. Oui, sauf que en ajoutant les forfaits de Jason Day, de Bruce Koepka, d'Hideki Matsuyama et puis les quelques autres incertains, on peut déjà pousser l'entrée liste du WGC Match Play aux 68 premiers mondiaux, ce qui laisse Alexander Levy en ballottage. Allez, semi-favorable. Ouais, merci beaucoup Rémi, restez avec nous, on vous retrouve tout à l'heure pour la fantaisie traditionnelle. Messieurs, Alexander Levy qui peut entrer dans ce WGC, ça changerait tout pour Alexander? Ça changerait tout et puis surtout en vue du Masters notamment. Et puis il est à chaque fois il bute sur ses 50 premiers mondiaux, il a failli jouer le WGC à Mexico, à chaque fois il est tout près le pauvre Alex, il prenait encore un coup, là, encore une 65e place ou la 69e d'après ce qu'a dit Rémi, ça lui fera encore un coup, donc là il faut qu'il joue. Et puis après, on sait qu'en match play, tout peut arriver. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour que Alexander intègre le top 50 à ce match play en admettant qu'il participe au match play? Martin? Je sais pas, bien jouer au golf. Continue à bien jouer au golf. Oui, mais c'est quoi? C'est passer un tour, 2 tours? Aucune idée, ouais. j'en sais rien. Tu me poses une très très bonne colle. Je sais pas, je suis désolé. Au moins 1 et 2, ouais, ça devrait suffire. Après, c'est toujours pareil, ça dépend de ceux qui passent en même temps que lui. Hein. Mais ce qui va être moi j'ai hâte de voir Alex sur une épreuve en match play autre qu'une petite exhibition, enfin une bonne exhibition comme le Razia Cup ou Caucas, où là il jouera pour sa pomme et lui en match play c'est une tuerie. Enfin c'est un gars qui est fait pour ça, qui a le jeu pour ça et qui en plus là est en train de se construire un swing d'une solidité de dingue qui le prouve avec tous ses résultats récents et en match play ça peut cette espèce de folie plus cette solidité plus ce putting qui commence à venir ça peut casser la baraque. Et on se souvient que nous les Français le WGC de match play ça nous a pas mal aidé récemment avec un certain Victor Dubuisson, donc si c'était le tour de Alex ce serait cool. Ça nous avait aidé, ça nous avait fait vibrer aussi. Ah plutôt. Un petit mot sur Sébastien Gros, 4e super nouvelle, il revient sur le tour européen, enfin il a eu sa carte et puis il est là, il bosse avec Frank Lorenzo, il a fait du bon boulot avec Benoît Telleria avant, mais là il bosse avec Frank et apparemment il bosse très bien, la confiance revient, c'est super, il faut qu'il continue comme ça, il va jouer en Inde cette semaine, s'il pouvait enchaîner les résultats, ce serait une très bonne nouvelle pour on le rappelle, venant des cartes, c'est des catégories pas forcément faciles, il faut à chaque fois faire une perf pour rentrer dans le tournoi d'après. C'est même infernal pour les gens qui évoluent, qui viennent via le Challenge Tour et encore plus via les cartes. Enfin, c'est-à-dire c'est des gars qui partent sur un marathon de 6 tours après une saison de dingue, ultra compliquée, machin. Ouais, c'est la bagarre. C'est la grosse bagarre et lui, il a clairement bagarré comme un foufou et de le voir là, faire une telle performance là, c'est plus que génial, c'est top, c'est cool. Et puis c'est un bon gars, c'est un gars qui a un jeu complet, il frappe très fort la balle, donc ça c'est un énorme avantage, mais c'est un gars qui aspire à mieux et qu'on espère vraiment voir beaucoup plus haut que ça, quoi, parce qu'en plus il a une tronche bien faite et il est pas loin d'être bête, il sait s'entourer, donc tant mieux, vraiment cool. Allez, place maintenant à la fantaisie du Tour européen par Rémi Rivière. On le rappelle, vous êtes plus de 400 à jouer sur la Ligue Journal du Golf. Alors Rémi,
un petit point sur le classement. Je parie qu'on a changé de leader, Rémi. Eh bien Jean-Philippe, oui absolument Arnaud, c'est le calife qui redevient calife en fait, puisqu'on retrouve un ancien leader, Théo Morin-Dior, déjà 3 fois leader cette saison, et bien il reprend la tête de la ligue grâce à une équipe de winners. On écoute l'équipe et la réaction du nouveau patron. Ouais, plutôt content. J'avais Advance, j'avais Fleetwood en capitaine qui fait 15e ou 13e. J'avais Noren qui fait pareil que Fleetwood, et j'avais John Ram qui fait 20e. Et t'avais pas tenté Sharma, la révélation de... Non, j'ai hésité, mais je me suis dit que sur un gros événement comme ça, c'était peut-être encore un peu tôt, et en fait, elle a fait une super semaine. Bravo encore à Théo. Par contre, du côté de la team JDG, on perd encore du terrain. Encore, mais c'est voilà, pas possible. Non, mais c'est pas c'est possible. pas possible. Là. Si Arnaud, faire je quelque vous jure, chose. nous voilà Faire quelque chose. 247e de la ligue à 2 millions d'euros du leader. Bon, on va plus donner les résultats de la team maintenant, ou alors on va truquer les résultats. Ou alors on va Et s'y je intéresser, vous Arnaud, rassure. je sais pas quoi. Mais... Je vous rassure messieurs, on est plus déterminé que jamais à remonter la pente. Alors on soutiendra Rémi dans cette douloureuse épreuve. Cette semaine, direction le Tour, on prend la route des Indes, direction l'Indian Open. Bon alors on met qui là cette fois dans l'équipe? Si vous me le permettez, on va d'abord écouter les choix de Théo qui semblent beaucoup plus doués. Alors, ouais, on c'est va, bien on vu, va ça. prendre les choix de Théo Voilà. du coup. Alors, on va peut-être les prendre, mais en tout cas il a l'air plus doué que nous, donc on va l'écouter d'abord. En capitaine, je mets Anirban Legri, qui a fait top 5 l'année dernière et qui est un joueur très solide. Après, je mets SSP Chorabia, qui a gagné l'année dernière. Après, je mets Shubhankar Sharma, qui est en forme. Après, je sais pas trop comment il a encore un peu d'essence dans le moteur après ce qu'il a fait, mais je l'ai mis quand même dans ma team. Après, je mets Youth 8M, Chris Wood, qui est un joueur solide. Et puis après, je tente un petit pari sur Gavin Green, c'est un jeune joueur malaisien qui fait un peu parler de lui là, qui est en Malaisie, donc je le tente, qui avait fait 10e l'année dernière sur ce parcours-là. Donc, généralement, je tente pas trop de paris, je regarde surtout la forme du moment, je regarde les résultats de l'année dernière sur le tournoi, surtout si ça s'est joué sur le même parcours, c'est un bon indicateur. Je trouve que j'arrive à faire des teams à chaque fois qui me plaisent bien et qui arrivent à bien marcher. Donc, cool. Alors c'est bien beau tout ça Rémi, mais nous on met qui dans l'équipe de Journal du Golf Vous pour connaissez, grappiller un peu des points là et remonter au classement parce que là bon. Vous me connaissez Jean-Philippe, on va se permettre de garder quelques joueurs choisis par Théo. Les 3 Indiens, donc Lahiri, Sharma, Chorazia sont dans l'équipe JDG. On conserve aussi le néerlandais Jos Luiten, vainqueur à Oman il y a 3 semaines. On retente par contre le pari Roulian Souris, le jeune américain qui a fait son trou sur le Challenge Tour. Et puis un français, Mister Grégory Avray, qui a déjà signé un top 10 sur le parcours de New Delhi. Ouais, très performant. C'était en 2016 exactement. Bon, il avait fait 34e l'an dernier, mais c'était sur le dernier trou qu'il avait un peu explosé. Et puis Greg sort surtout d'une 4e place au Qatar il y a 2 semaines. Donc, allez Greg! Merci Rémi pour cette chronique fantasy, une fantasy league à retrouver sur notre page Facebook du Journal du Golf. Messieurs, vous voyez qui vous cette semaine en Inde? Un Greg Avray Ben moi je vois pas un Greg Avray en Inde. Moi je voudrais voir un Tiger Tiger Woods, Woods. voilà. Ah oui, Ouais. Tiger Woods. Tiger Woods en Inde, il joue en Inde. Qu'est-ce qu'on dit Tiger? Qu'est-ce qu'on dit Tiger? Allez, on va demander aux spécialistes. Ouais, spécialiste Tiger Woods. Tiger Woods. Martin Coulon. Valspar Championship, Tiger Woods, jamais joué là-bas, compliqué, beaucoup d'arbres, beaucoup de dénivelé. Et un chiffre et un résultat. J'en sais rien, non. Vous allez mais dire c'est- cut manqué, non? Ah non, j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie de dire comment. Bah, moi je dis top 10 puisque Martin il arrive pas à parler. Non, Moi je dis top je 10. Je mets top. Allez, top 30, ça serait déjà vachement bien. Et si le putting suit et si il se fait au parcours. Non, et- un seul résultat, Martin. Ouais. Bon, allez, top 30. Je Allez. me mouille pas trop, quoi. Allez, merci beaucoup. Allez, Jean-Philippe. Tiger, c'est compliqué quand Ah même. non, mais c'est quoi ça? Allez, un score, un résultat. Tiger, Allez, cut Valspar, manqué, vas-y, il connaît vas-y, pas. suis-moi dans la folie. Moi, je suis un peu, Cut moi, je manqué, suis un peu vas-y, un cut Tiger manqué, lover, donc cut manqué, moi, je dirais top 15. Ouais, bon. Je pars top 20 aussi juste pour rêver. Quoi. On part sur un top 20. Bon, allez, je cut Allez. manqué alors. Allez. Je déconne. Allez, messieurs, merci beaucoup pour cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Hugo Ponce à la Réal. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Salut à tous. Ciao. Journal du Golf, le podcast sur l'équipe.fr.